Aujourd'hui, je reçois Madame Lucie Lachapelle, qui est une auteure de romans, trois romans et un recueil de nouvelles, dont deux de ses œuvres ont remporté des prix importants, le prix France-Québec en 2011 pour Rivière-Méquistan et le prix AQPF Annelle, les éditeurs, en 2014. Vous avez une préférence pour les romans qui se déroulent en territoire autochtone. Ça vient d'où? Oui, en fait, j'ai écrit mon premier roman, Rivière-Méquistan, se déroule en Abitibi. Et Histoire nordique, mon recueil de nouvelles, se passe au Nunavik. Et dans mon dernier roman, Va me chercher bébé doll, se passe pas chez les Premières Nations, les Inuits, mais mon héroïne, Cartouche, alias Florence, a une grande amie, Amanda, qui est une Ojibwé. Donc, c'est vrai que la présence des Premières Nations et des Inuits dans mes œuvres, c'est important pour moi parce que ma vie a été liée aux Premières Nations, aux Inuits. Vous avez enseigné au Nunavik. Oui, c'est ça. J'étais très jeune. En fait, la première fois que je suis allée au Nunavik, j'avais 18 ans. Pour un travail d'été, j'ai passé l'été dans la région de la baie d'Ungava. Alors, et ça m'a donné, j'ai eu comme un coup de foudre pour le Nord, pour les Premières Nations. Comme la plupart des gens qui fréquentent le Nord, ils reviennent en général transformés. Absolument. Alors, quelques années plus tard, j'ai terminé mes études universitaires en cinéma-communication. Et puis, je suis allée enseigner à Pauvernituk une année, et encore une année marquante. Hein, j'avais dans la vingtaine, alors ce sont des années vraiment fondatrices là, de la personne. Et je suis retournée après pour faire une partie de mon documentaire La Rencontre et pour faire des recherches pour d'autres documentaristes. Donc, là, j'avais passé par-dessus ça, mais je me suis mariée avec un cri avec qui j'ai été pendant 22 ans. Donc, il ne faut pas passer par-dessus ça. C'est important. Alors, j'ai 2 enfants qui font partie de la nation Cri. Donc, c'est ça, ça fait partie de ma vie. Donc, pour moi, ça fait partie de ma réalité, de mon identité. Et ça serait vraiment étrange de ne pas en parler, en fin de compte. Ce qui fait aussi partie de votre vie, de votre réalité, c'est le cinéma. Parce que vous avez commencé comme cinéaste. C'est ça. Alors, mes premiers amours, c'est le cinéma. J'ai étudié en cinéma à l'UQAM et j'ai fait des films documentaires, en partie pour l'Office national du film et pour des maisons de production indépendantes. Et c'est ça, donc j'ai fait du cinéma pendant une vingtaine d'années, d'abord comme recherchiste pour les documentaristes et ensuite comme réalisatrice. Ce qui m'a amenée à voyager au Canada, surtout au Québec, et à rencontrer beaucoup de monde, à faire des rencontres, à apprendre sur toutes sortes de sujets sociaux, je dirais. Donc, c'est ma formation. C'est ma formation. Qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur ou une réalisatrice passe du cinéma à la littérature? Parce que d'un côté, vous avez du travail d'équipe, beaucoup de recherche, mais il y a toujours du monde autour, alors que la littérature, c'est un métier solitaire, finalement. Oui, absolument. C'est tout à fait différent. Alors, j'ai passé donc plusieurs années à travailler en documentaire, ce qui m'a amené, comme je le disais, à rencontrer beaucoup de monde, traiter toutes sortes de sujets. Et un des derniers documentaires que j'ai fait traitait du stress post-traumatique. Et ça a été une année assez éprouvante, je dirais, mais je dirais tout à fait nourrissante par ailleurs, là. Et puis j'ai fait une réflexion après, bien, c'est parce que je rencontrais des gens qui souffraient de stress post-traumatique, des parents qui avaient perdu des enfants, des militaires, tout ça, et cette expérience-là, pour moi, a duré une année et demie. Et là, j'ai fait une réflexion. J'étais beaucoup dans la vie. Pendant 20 ans, j'étais dans la vie des autres. Hein? Ouais. Alors, je questionnais les autres, je m'intéressais aux autres. Alors, ça fait partie de moi. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps. Et puis, durant cette réflexion-là, je me suis dit, mais là, je porterais plutôt mon regard vers l'intérieur. J'ai des histoires à raconter, justement, de toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées, des univers que j'ai côtoyés. Et donc, j'ai voulu faire un film de fiction, un long métrage.
Et je me suis lancée dans l'écriture d'un long-métrage. Ça a fonctionné pour l'écriture, ça a très bien été. Je me suis rendue jusqu'à Namur, en Belgique, pour comme scénario sélectionné, tout ça. Mais j'ai pas pu faire la production. Hein, ça coûte des millions de dollars. Donc, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ce travail-là? Qu'est-ce que je fais? Je suis pas allée au bout. J'ai pas dit qu'est-ce que je voulais dire. Je l'ai pas fait. Et je me suis dit, mais peut-être que je pourrais écrire. J'ai été très discrète sur ce projet-là. Là, je me suis dit, les gens vont encore dire, ah, ça c'est bien Lucie, on la connaît avec tous ses projets et ses idées. Alors, j'ai été discrète. J'ai écrit mon premier roman, Rivière-Méquiscan. Et puis, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. En me disant, c'était très, très humblement que je le faisais, François, je dirais, là. J'avais pas la prétention d'être une écrivaine. Pour moi... Ça, c'est venu plus tard? Non, je n'ai pas cette prétention-là. Parce que pour moi, le métier d'écrivain, c'était quelque chose presque d'inatteignable pour moi. OK. J'ai toujours lu beaucoup, j'ai toujours eu un avis tout à fait important pour les écrivains. Là, je lis des biographies d'écrivains, tout ça, donc ça m'impressionne et j'aime ça. Alors, c'est ça, c'est très humblement que je l'ai fait. Puis bien, finalement, j'ai eu quelques refus, puis j'ai été acceptée par la maison d'édition XYZ. Non seulement ça, mais vous avez gagné un prix avec. Le prix littéraire France-Québec. C'est quand même pas rien. Ce qui m'a valu une tournée en France pendant 3 semaines. Donc, c'était vraiment une surprise pour moi. Et depuis ce temps-là, je continue d'écrire. Je ne gagne pas ma vie comme ça. Personne ne gagne sa vie, ou à peu près pas. Je dois travailler oui. encore, là. Pour gagner ma vie, je fais des contrats beaucoup pour la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles. Je fais des analyses de scénarios, de documentaires ou de fiction. Mais justement, quand on sort du cinéma, c'est un langage particulier. On s'en va en littérature, qui est un autre langage, qui utilise la langue, le langage articulé. Il y a quand même une différence entre les deux. Je remarque dans vos œuvres, en particulier dans Les étrangères, il y a une abondance de descriptions. C'est pratiquement cinématographique. Est-ce que c'est l'influence du cinéma? Vous avez une écriture visuelle? Certain, absolument. Puis je dirais que j'ai évolué, mon écriture a évolué là, après au quatrième roman. Je suis plus littéraire que visuel, mais c'est quand même très visuel. On dit toujours qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Donc c'est sûr que c'est le cinéma qui est... Mais on dit qu'au cinéma, si on prend le point de vue des personnages, on dit que le cinéma, on apprend à connaître les personnages à travers ce qu'ils font. On les voit agir. Alors qu'en littérature, on apprend à connaître les personnages à travers ce qu'ils pensent. Absolument. Parce qu'on rentre dans leur tête. Oui. Est-ce que les deux langages ne sont pas un petit peu contradictoires? Non, absolument pas. Dans Va me chercher bébé doll, la narratrice j'ai écrit le roman au jeu. C'était ma première expérience. Et c'est pas incompatible avec les descriptions des paysages et des lieux où est-ce qu'elle se retrouve. Donc, je raconte cette histoire-là au jeu et donc on a accès aux pensées, aux émotions. Pour les autres livres, j'ai écrit à la 3e personne et donc il y a plusieurs voix narratives à ce moment-là. Et on entre vraiment dans la tête des personnages. Donc, je trouve pas que c'est incompatible. En ce qui concerne Baby Doll, il reste que c'est un milieu assez glauque. On parle de prostitution, va me chercher Baby Doll, c'est un vœu qu'une femme exprime à une de ses amies, va me chercher ma fille, dans le fond. Et on part sur un road trip. Parce que la fille est jamais là où elle est censée être. Alors, mais qu'est-ce qui vous fascine dans ces milieux marginaux, glauques, obscurs? Oui, bien, comme je l'ai dit précédemment, alors, durant mes recherches documentaires, j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de situations différentes. Et puis, je me suis toujours intéressée aux marginaux. Alors, et j'ai fait un travail de recherche de longtemps sur la prostitution et j'ai rencontré
plusieurs, vraiment quelques dizaines de femmes qui vivaient du métier de la prostitution. Et j'ai gardé les verbatims, les résumés des entretiens. Et pour écrire, il y a des lettres que la manouche, qui est prostituée, écrit à sa fille. Et donc, je me suis inspirée de ces rapports de rencontres-là. Donc, les lettres ne sont pas authentiques, d'authentiques lettres, mais ce sont des lettres basées sur des faits. Absolument. OK, d'accord. Oui, oui, oui. J'écris de façon très, très réaliste, finalement. Et puis, donc ça, c'est pour la prostitution. Pour ce qui est des côtés de l'Abitibi, mon héroïne était danseuse, elle travaillait dans des bars, tout ça, mais j'ai vécu longtemps en Abitibi. Et aussi, comme je le disais, avec les Premières Nations. Mais je vais vous dire, François, l'origine de ce roman-là, c'est il y a plusieurs années, lorsque je vivais en Abitibi, j'ai vraiment vu un soir un ivrogne en train d'agresser une jeune Anishinaabe dans la ruelle à l'arrière d'un hôtel, un débit de boisson. À l'époque, on appelait ça des hôtels. Oui, oui. Et puis, bienvenue aux dames. C'est ça. Et puis, je me suis retrouvée là, impuissante, pour aider cette jeune femme-là. Et ça m'a beaucoup choquée, ça m'a indignée, révoltée du traitement qu'on avait pour les Premières Nations à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui. Alors, c'est des années plus tard, j'allais commencer un nouveau projet d'écriture, et cet événement-là est remonté. Puis je me suis demandé quel genre de femme ça aurait été qui aurait pu aider cette fille-là, qui est en train de se faire agresser. Elle l'a aidé pas à peu près. Oui, c'est ça. Alors, je suis partie de cette idée-là, puis je me suis dit, mais c'est comme ça, elle serait serveuse, elle serait sortie à ce moment-là. Comment est-ce qu'elle s'appelle, quel genre d'éducation elle a eu, qui étaient ses parents, où est-ce qu'elle a évolué, qu'est-ce qu'elle pense, elle vit quoi. Biographie imaginaire, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Donc, j'ai construit le personnage et c'est comme ça qu'est née Florence, qu'on appelle Cartouche. Cartouche qui, finalement, sans dévoiler l'intrigue, elle commence par assassiner ce gars. Oui. C'est un homicide involontaire, mais quand même, ça, oui. C'est vous en train d'agir, dans le fond. C'est ça, oui. Avec quelques années de recul. Exactement, bien c'est ça. Mais c'est sûr que là, on écrit, on va plus loin que dans la réalité. Là. Ouais. Je veux dire, j'ai dramatisé les choses. Mais c'est ça, mais elle ne voulait pas faire un meurtre, c'est pas une meurtrière. Mais ça m'a amené à explorer la violence au féminin. Je trouvais qu'on ne parlait pas beaucoup de ça dans la littérature. Et donc, ça m'a amené à explorer la violence et les répercussions des stigmates de l'enfance dans la vie adulte. Qu'est-ce qu'on vit quand on est jeune influence la vie adulte et comment ça s'est fait chez cette femme-là. Et donc, le chemin qu'elle parcourt à la recherche de bébé doll sur les routes du Québec, de l'Ontario et du Manitoba jusqu'en Saskatchewan l'amène à sa propre rédemption. C'est-à-dire qu'elle cherche, elle a deux quêtes. Elle recherche bébé doll, c'est sa quête réelle, mais en même temps, elle redescend au fond d'elle-même, elle revisite le passé et même le geste qu'elle a commis. Et c'est la route vers sa rédemption. Il y a un de vos personnages qui dit, je le cite à peu près, là, « La culpabilité, c'est l'histoire de ma vie. » C'est ça. Donc, elle se sentait coupable. Son père était très sévère, très autoritaire, violent, pas avec elle, mais avec la mère. Et donc, elle se sentait coupable des malheurs qui arrivaient dans la maison, tout ça, et puis le geste qu'elle a posé. Donc, elle ressort de prison avec une immense culpabilité. Il faut qu'elle réapprenne à s'aimer, à aimer la vie. C'est pour ça qu'elle vit en Abitibi, dans un camp en forêt. Elle s'est éloignée de la compagnie des êtres humains. Et donc, elle est bien seule, mais là, justement, la route qu'elle va faire et la rencontre avec bébé doll va faire qu'elle va accepter finalement de renouer avec l'humanité. Avez-vous le sentiment que, puis je dis ça sous toute réserve, si je me trompe, gênez-vous pas, avez-vous le sentiment que cette culpabilité, c'est une caractéristique féminine? Ah, ben oui.
Ben oui, François, oui, je pense que oui, je pense que vous avez raison. Les femmes, les mères portent de la culpabilité pour leurs enfants, peut-être pour le sort du monde. C'est assez féminin de sentir. Est-ce que c'est pas un peu destructeur comme sentiment? Ben, j'essayais que mon héroïne Cartouche soit pas autodestructive. D'ailleurs, elle l'est pas. Elle vit sainement. Donc, si elle prenait de l'alcool, parce que, bon, c'est un petit peu une tare familiale, un petit peu beaucoup, donc elle buvait, et donc elle a eu un geste de violence. Alors, si elle subissait un peu son enfance, les répercussions d'une enfance malheureuse, dans sa vie adulte, elle vit plutôt sainement. Elle vit en nature, elle consomme presque pas. Elle écoute de la musique, parce que la musique est très importante dans ce roman-là. Et c'est une amatrice de musique folk. Alors moi-même, j'adore la musique folk. Et donc, ça l'accompagne la musique folk l'accompagne sur sa route. Très brièvement, le langage que vous utilisez est un langage que je qualifierais de oral. En tout cas, les personnages parlent comme on parle dans la vie. Oui. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous, ça, quel genre, quel style adopter? En 10 secondes. Oui, bien absolument. Donc, je me suis questionnée sur quel langage je vais utiliser pour Cartouche, alors que c'était très différent, par exemple, dans Rivière-Mégiscant, où Alice est une jeune femme. Le Cartouche a quand même dans la trentaine avancée. Mes autres personnages, ce sont des jeunes femmes dans la vingtaine. Et les personnages qui viennent dans les étrangères, des communautés culturelles. Donc, j'ai utilisé un autre genre de langage. Je vous remercie infiniment, Lucie. C'est tout le temps qu'on a. Et on vous quitte maintenant pour une chronique littéraire avec une jeune femme que vous connaissez bien. Bonjour, mon nom est Martine Laval. Dans cette chronique littéraire, j'aimerais présenter un thème très d'actualité qui va nous permettre de survoler peut-être plusieurs écrits, sans nécessairement aller en profondeur dans chacun d'eux, mais mon but est d'éveiller à une lecture et à une cause vraiment très actuelle qui est celle des Autochtones. Nous avons l'actualité, nous a fait découvrir dernièrement des milliers d'enfants découverts, enterrés sur les sites des pensionnats dans lesquels des enfants autochtones, des Indiens, hein, à ce moment-là, on les appelait comme ça, avaient été arrachés à leurs parents pour qu'on leur offre une éducation. Et en fait, cette éducation se résumait à sortir l'Indien d'eux. Je veux particulièrement parler de « On nous appelait les sauvages », qui est un livre que le chef algonquin et Dominique Rankin a écrit, évidemment, avec Marie-Josée Tardif, sa conjointe, après un long voyage à travers la douleur, l'alcoolisme, en fait, les choses, l'état intérieur incroyable que ces enfants qui ont grandi, évidemment, et qui sont sortis des pensionnats, ont dû vivre pour se rétablir. J'aimerais porter d'ailleurs à votre attention, c'est pas d'hier qu'on en parle, il y a 30 ans, j'ai déjà été éveillée grâce à Francine Ouellette, une auteure des Laurentides. J'ai été éveillée à son roman historique Au nom du Père et du Fils, avec sa suite Le Sorcier, où Francine raconte une très belle histoire, mais vraiment basée sur des faits historiques et on parlait déjà à ce moment-là des pensionnats. Alors, c'est pas d'hier que c'est sorti. Il y a longtemps que le peuple autochtone parle de ce qu'ils ont subi par les Blancs, par le peuple blanc, par la religion catholique qui a voulu faire d'eux de parfaits petits citoyens blancs. Il y a toute une communauté
autochtones, d'artistes autochtones qui se dévouent à la cause de leur reconstruction, de leur retour à leur culture, au respect de leurs coutumes. Après tout, c'est nous qui avons envahi leur territoire, ce n'est pas le contraire. Et Dieu sait que nous leur avons manqué de respect. Alors, dans tous ces livres ici présents, c'est de ces histoires qu'on raconte. Évidemment, dans le livre On nous appelait les sauvages de Dominique Rankin et de Marie-Josée Tardif, Souvenirs et espoirs d'un chef héréditaire algonquin, c'est vraiment la réalité de ces enfants qui ont vécu les pires atrocités, qui ont, comme Dominique le dit, qui ont été violés sur tous les plans. La reconstruction est difficile. Le peuple québécois a tendance à dire que oui, bon, les Autochtones, ils sont toujours sous, ils se droguent, etc., etc. Et qui ne le ferait pas après ce qu'ils ont vécu. Et évidemment, ça s'est poursuivi de génération en génération, puisque bon ben des grands-parents ont transmis ça aux enfants, qui ont transmis ça aux petits-enfants. Mais là, il y a un éveil qui se passe et qui se dit, OK, il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on se guérisse, il faut qu'on avance. Et c'est toute cette communauté autochtone qui est en train de renaître parce qu'ils étaient bien nés sur ce territoire et qui nous partagent leurs abus, ce qu'ils ont vécu, mais la force, la philosophie de ceux qui veulent reconstruire et retrouver leurs racines, leurs terres, leurs coutumes, leurs légendes, leurs histoires, etc. L'auteur Michel Jean a écrit également une série qui parle de sa grand-mère Kokoum, qui parle de son arrière-grand-mère, qui parle de sa vie actuelle d'Autochtone, qui oui est dans les médias, c'est un grand journaliste, Michel Jean, mais qui se reconstruit et qui partage son histoire. Ici, c'est un collectif WAPK, un collectif de gens, de personnes, d'artistes autochtones, dont Joséphine Bacon, Elissa Isaac, Natacha Canapé-Fontaine, Isabelle Picard, Jean Sioui, bon, etc., qui écrivent chacun une nouvelle. Nous avons des artistes comme Elissa Isaac, justement, qui, à travers son œuvre musicale, entraîne les gens à comprendre qui ils sont et à se reconstruire, à se tendre la main. Il y a Natacha Canapé-Fontaine qui a écrit avec Denis Ellis Béchard, Koué, je te salue, conversation sur le racisme, qui essaye d'expliquer, de démystifier ce qu'est le racisme. Oui, il y a du racisme ici au Québec et à travers le Canada. Et nous jugeons trop facilement des gens que nous avons finalement écrasés et qui ne recherchent qu'à revivre selon leur essence première. Et il y avait un très bel article de Jérémy McEwen qui disait de modifier nos priorités de lecture, de s'informer mieux sur le sujet, lire pour écouter, lire pour se rencontrer, pour rencontrer. S'il y a un domaine où sortir de nos cercles connus est facile, c'est bien la librairie. J'ajouterais la bibliothèque aussi. Il suffit de changer de section. Alors, il n'en tient qu'à nous à se diriger vers nos auteurs. Ce sont des auteurs des Laurentides, Francine Ouellette, Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif, d'ailleurs, qui ont créé le centre Kinawat, ici, à la Conception, et où on peut faire des ateliers, des stages absolument extraordinaires sur, justement, écouter ce qu'ils ont vécu, écouter la philosophie tellement positive qu'ils ont, le pardon, puisque le pardon, c'est le mot que les Autochtones aimeraient entendre de la part des instances religieuses qui ont violé tous leurs droits, tout leur être, tout ce qu'ils étaient, en les arrachant à leur famille, à leur culture, à leur éducation, à leur façon de faire, leur façon de vivre, aux côtés nomades. Les Algonquins étaient des nomades, et à les enfermer finalement dans des pensionnats pour les forger. Et après ça, ben, toute l'histoire évidemment des réserves,
Par exemple, Natacha Canapé-Fontaine, qui, elle, dont ses aînés ont été mis sur des réserves, donc on bouge plus, on ne fait plus rien, on ne va plus à la chasse, on ne va plus à la cueillette, on ne fait plus ce pourquoi nous sommes nés et ce que nous avons appris depuis tout petit. Et toute l'autre façon de faire et d'être de ces cultures autochtones qui ont grandement à nous apprendre pour nous remettre sur les rails d'une vie meilleure, les rails du respect entre humains, les rails du respect de la terre-maman, de ce qu'elle a à nous donner et que nous, en tant qu'humains, et blancs particulièrement, nous avons beaucoup détruit. Donc, je tends la main à travers des lectures, à travers des auteurs de chez nous, à travers des artistes, si on pense à Samian, qui est des Laurentides et qui fait des raps absolument extraordinaires sur l'histoire, sur ce que c'est, sur comment on se sent, sur où on va, pour éveiller les jeunes à sa façon, pour reprendre le pouls de leur culture, de leur nation propre et d'être et devenir. Donnons-nous la main en lisant, en nous informant, en regardant comme on dit dans les nouvelles, dans d'autres sections, ce que ces gens ont à nous offrir, le chemin qu'ils ont à nous montrer. Ce sont de grands guides. Et à travers ces livres, nous sommes en mesure de mieux comprendre, de mieux savoir, que ce soit à travers un roman historique, comme Francine Ouellette, que ce soit à travers une biographie, finalement, que ce soit une Blanche qui a épousé un Autochtone, qui ont mis au monde donc un métis, et ce, à travers quoi ils ont à passer dans Rivière-Méquiscan de Lucie Lachapelle, que ce soit toute l'histoire des aînés de sa famille chez Michel Jean et toute la poésie de Joséphine Bacon et tant d'autres. C'est en fait l'envie que j'ai ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est de nous ouvrir à cette culture qui était là bien avant nous et qui a fait en sorte que nous sommes et qui ont transmis des valeurs sur qui nous sommes, mais que nous avons à beaucoup rattraper pour ma foi, un monde meilleur, un univers plus respectueux de la terre et des hommes que nous sommes. Merci. À la prochaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à vous inviter à revenir voir l'émission Cause toujours, une gracieuseté de l'Association des auteurs des Laurentides en collaboration avec TVCL Mont-Tremblant. Bonsoir.